mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi où nous accueillons le docteur Michel Moret-Raouis, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent. En tout cas, ici dans la salle, tout le monde la connaissait. C'était des grandes retrouvailles. Donc, pour rappel, elle était interniste, hématologue, oncologue, et puis euh, elle s'occupe depuis quelques années des problèmes de fin de vie. Elle a une consultation à l'ADMD, mais j'imagine que Michel, tu vas nous raconter tout ça en détail. Je te laisse la parole. Oui, enfin, je vais surtout parler, pas de moi, mais du sujet d'aujourd'hui. Alors, en gros, on va voir un petit peu quelles sont les options de fin de vie en Belgique aujourd'hui et en se centrant essentiellement sur l'euthanasie, qui est donc un privilège que nous avons en Belgique et finalement dont les modalités d'application sont relativement mal connues encore, et en particulier par les soignants. Je dis en particulier, c'est pas que les autres connaissent mieux, mais ce serait bien que les soignants sachent. Alors, évidemment, première chose dont on dispose en Belgique, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais donc ce sont les soins palliatifs. Comme vous savez, le terme palliatif vient du mot palliare en latin qui veut dire recouvrir, dissimuler. Et donc, l'idée est de neutraliser les symptômes d'une maladie incurable et, phrase très importante, sans retarder ni précipiter la mort du patient. Ça, c'était vraiment le principe de base du développement des soins palliatifs à l'époque. Et ça l'est encore dans la tête de beaucoup de gens, notamment en France. Alors, 80% des patients que l'on trouve en soins palliatifs sont atteints de cancer et 40 à 50% des patients cancéreux auront recours aux soins palliatifs. Et il nous reste à peu près 20% de maladies neurologiques, cardiovasculaires et autres. Tu dis? Là, ça? Ah oui, c'est plus facile, hein. Donc, les piliers des soins palliatifs, c'est le contrôle de la douleur et de tous les symptômes désagréables, la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale et l'aide existentielle. C'est donc une pratique extrêmement pluridisciplinaire et ceux d'entre vous qui auront déjà euh, été dans une unité de soins palliatifs, pas pour eux, mais soit pour y travailler, soit pour voir des proches, sauront que c'est très différent d'une salle d'hôpital normale. D'une part parce qu'il y a beaucoup plus de personnel, euh, mais surtout parce que ce n'est pas le royaume du docteur, c'est le royaume de l'équipe. Et chacun dans l'équipe a sa place et le travail est vraiment, vraiment multidisciplinaire. Et c'est assez gai pour moi qui pratiquais ça à un moment. euh, c'est assez chouette. Alors, venons-en à l'euthanasie, qui est quand même notre sujet privilégié aujourd'hui. Donc, euthanasie vient d'euthanatos, qui veut dire bonne mort en grec, mais c'est un terme qui a été inventé, qui n'est pas nouveau en fait, qui a été inventé par Francis Bacon, qui est à la fois, comme à l'époque, un homme de loi, un homme de lettres, un homme de science, un philosophe, enfin, comme vous pouvez le concevoir à l'époque. Et donc, vous voyez que ça ne date pas d'hier, parce que ce mot est apparu dans un traité qui s'appelle Du progrès et de la promotion des savoirs en 1605. Alors, je vous lis ce petit paragraphe parce que je trouve qu'il a encore une actualité qui a quelque chose peut-être d'un peu désolant parfois. Donc, le fils du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies. Et cela non pas seulement en tant que cet adoucissement de la douleur, considéré comme un symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, mais encore afin de procurer aux malades, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible. Car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie. Mais de notre temps, les médecins, et c'est ça qui me paraît très actuel, s'ils étaient jaloux de ne point manquer à leur devoir, ni par conséquent à l'humanité, et même d'apprendre leur art plus à fond, ils n'épargneraient aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce monde avec plus de douceur et de facilité. Alors, c'est clair que ce n'est pas l'euthanasie comme nous l'entendons actuellement, mais je trouve que cette dernière phrase mérite encore, hélas, d'être citée.
Donc, le terme d'euthanasie a été utilisé en fait dans cette acception de bonne mort jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais c'est un concept ancien. On pratiquait des euthanasies, ou en tout cas l'euthanasie au sens large, en Grèce antique, chez les Celtes, chez les Gaulois. Le terme a évidemment été dévoyé avec le nazisme, et ce n'est que vers les années 70 qu'on voit réapparaître euh, le sens initial de bonne mort. C'est une période où on commence à lutter contre l'acharnement thérapeutique. C'est la période aussi d'abandon progressif du paternalisme médical avec une autonomie croissante du patient, euh, comme nous la connaissons plus ou moins maintenant. Alors, quelle est la définition officielle actuelle de l'euthanasie? C'est donc un acte qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à sa demande explicite, et uniquement à sa demande explicite, à lui et à personne d'autre, pas à la famille, personne. Ça consiste donc en l'administration de drogues létales par le médecin, en Belgique en tout cas, entraînant au moment souhaité par le patient une mort rapide, paisible, dénuée de souffrance. Ce n'est pas la même chose qu'un suicide assisté. Au terme de la loi, la loi ne parle que d'euthanasie, elle ne parle pas de suicide assisté, même si parfois la limite est très ténue, hein. Donc, le suicide assisté, c'est la mise à disposition par le médecin de drogues létales avec l'intention explicite de donner au patient la possibilité de mettre la fin à ses jours. Ce qui veut dire que quand vous faites une injection, ben, c'est clairement une euthanasie. Quand vous donnez une potion au patient qui va avaler lui-même, on appelle toujours ça une euthanasie. Mais franchement, ce n'est pas très différent d'un suicide assisté. Mais voilà, en Belgique, on parle d'euthanasie. Alors, il y a évidemment d'autres pratiques qui entraînent une accélération potentielle de la fin de vie, l'arrêt de tout traitement autre que de confort, autre que de confort, et pas de tout traitement. Ça marche aussi, mais c'est assez inhumain, mais on voit ça, hein, parfois. L'arrêt de la nutrition et de l'hydratation, l'utilisation d'opioïdes dans le but de soulager la douleur ou d'autres symptômes à des doses suffisamment importantes pour éventuellement accélérer le décès, même si ce n'est pas le but, et la sédation. Alors, je vais vous dire un petit mot de la sédation. Donc, la sédation, c'est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience, dans le but de neutraliser la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles ont été proposés et ou mis en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement escompté. La sédation est en principe décidée en accord avec le patient. Ce n'est pas toujours possible, mais en principe. Les indications sont évidemment les complications aiguës à risque vital immédiat. Tu vois un patient qui étouffe, vous n'allez pas le regarder sans rien faire. Il y a en général des protocoles de détresse d'ailleurs qui sont prévus s'il est hospitalisé. Et les symptômes réfractaires, donc tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit de thérapeutiques adaptées sans compromettre la conscience du patient. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la sédation, mais il ne faut pas croire qu'une sédation dite terminale, où il y a eu un tas de termes comme ça, sédation de fin de vie, qu'on entreprend en principe pas plus de 2 semaines avant le décès prévisible. La sédation, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, hein. Il ne faut pas rêver. Ça demande d'abord un personnel suffisant pour, euh, pour suivre le patient de près, parce que le patient, il a beau être sédaté, d'abord, il peut se réveiller éventuellement, il peut se noyer dans ses poumons, il peut délirer, il peut s'agiter, il peut avoir mal. Donc, ça doit être extrêmement surveillé pour maintenir le patient dans un état confortable. Ça, c'est une chose. Et ça, quand il y a une veilleuse pour 40 lits,
ou dans une maison de repos où il y a une veilleuse éventuellement sans lit. Ça n'est pas possible. À la maison, non plus, sauf à avoir quelqu'un qui est compétent et qui puisse assister la personne en permanence. Donc déjà, c'est pas évident. Mais même quand c'est bien mené, il faut se rendre compte que pour la famille, ce n'est pas non plus forcément extrêmement confortable. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours, ça peut durer parfois une semaine, davantage. De toute façon, la famille n'a plus de contact, d'échange avec le patient. Donc là, c'est fini. Mais alors la famille est là à attendre, c'est usant, c'est pénible. Et éventuellement, comme je vous disais, le patient peut être un moment dyspnique, agité. Et donc, ça n'est pas ce qu'on imagine, on l'endort et oui, parfois oui, hein, parfois oui, après quelques heures, le patient est mort ou après 2 jours et tout ça s'est passé très calmement. Mais ce n'est pas si évident. Et donc, cela peut être une solution. Déjà, si c'est ce que le patient souhaite, alors là, il y a pas de discussion. Euh, c'est parfois aussi utilisé pour ne pas dire qu'on fait une euthanasie avec une certaine hypocrisie. Bref, je n'en dirai pas plus maintenant. Et on revient à l'euthanasie en Belgique. Donc en Belgique, il y a 3 lois qui ont été promulguées en 2002, pratiquement au même moment. Le 28 mai, la loi de dépénalisation partielle de l'euthanasie, le 14 juin, la loi relative aux soins palliatifs et le 22 août, la loi relative aux droits du patient. Alors, la loi relative aux droits du patient, donc c'est le droit à des prestations de qualité répondant aux besoins du patient dans le respect de sa dignité et de son autonomie, sans aucune distinction de patient, évidemment. Le droit du patient à une information complète concernant son état de santé et son pronostic, dans un langage clair et compréhensible par l'intéressé. Le droit du patient de refuser son consentement pour toute intervention ou tout traitement, ou de retirer son consentement à tout moment, tout en conservant son droit à des prestations de qualité. Le droit à la prévention et au soulagement de la douleur par tous les moyens disponibles. Il est dit par ailleurs que tout patient incompétent peut exercer ses droits via une personne de confiance ou un représentant légal. Et vous allez voir que on va pouvoir utiliser cette loi en fin de vie dans certains cas. Alors, la loi relative aux soins palliatifs, tout patient atteint d'une maladie incurable doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Les dispositifs d'offre de soins palliatifs et les critères de remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir l'égalité d'accès aux soins palliatifs de tous les patients incurables, que ce soit à domicile, en maison de repos, en MRS ou à l'hôpital. Et de nouveau, tout patient a le droit d'obtenir une information correcte et complète concernant son état de santé sous une forme et en des termes appropriés compte tenu de sa situation, de ses souhaits et de l'état de ses facultés de compréhension. Et je dirais simplement à propos des soins palliatifs qu'en Belgique, nous sommes très gâtés. Alors, il est certain qu'il n'y a pas encore assez de place, qu'il pourrait y avoir encore plus d'équipes mobiles qui vont à domicile. Tout ça est vrai. Néanmoins, néanmoins, en Belgique, le système est tout de même déjà très développé. Quand on compare à d'autres pays, on est vraiment bien placé. Alors, la loi maintenant relative à l'euthanasie. Pour pouvoir obtenir une euthanasie, il y a 3 conditions essentielles. Il faut d'abord souffrir d'une affection grave et incurable, qui peut être traumatique, hein. C'est une situation médicale sans issue. Un jeune qui plonge dans une piscine, jeune ou vieux d'ailleurs, qui, euh, qui a le coup du lapin, qui se retrouve quadriplégique, c'est considéré comme une affection grave et incurable. Euh,
cette affection grave et incurable, pas une autre, doit être responsable de souffrances physiques et ou psychiques constantes, insupportables et inapaisables. Et le patient doit faire une demande volontaire, réfléchie et répétée. Quand on dit insupportable pour la souffrance, c'est le patient qui sait si c'est insupportable ou pas pour lui. Vous entendez parfois des médecins qui disent: mais non, madame, vous ne souffrez pas encore tellement. Euh, mais il en sait quoi, le médecin, hein? Bon. Donc, c'est la façon dont le patient le ressent. Et inapaisable, c'est en principe qu'on n'a pas pu apaiser avec les traitements. C'est comme ça qu'on l'entend. Mais en réalité, le patient, en vertu de la loi des droits du patient, a aussi le droit de refuser des traitements. Parce que, par exemple, les opioïdes le mettent dans le gaz et qui ne veut pas vivre dans le gaz, qui ne supporte pas, ça existe. Ça ne l'exclut pas, euh, ça ne l'exclut pas d'obtenir une euthanasie. Il a le droit de refuser les antalgiques. C'est pas pour ça qu'il ne pourra pas obtenir une euthanasie si toutes les conditions sont remplies. Alors, la loi du mois de mai 2002 concernait les patients majeurs ou mineurs émancipés, ce qu'on ne voit plus beaucoup depuis que la majorité est à 18 ans. Il n'y a plus beaucoup de mineurs émancipés. Il faut une demande écrite, datée, signée par un patient lucide, en pleine possession de ses facultés et en toute liberté. Il ne s'agit pas qu'il ait le couteau dans le dos. Euh, donc, on doit s'assurer qu'il n'est pas sous influence. Par exemple, que la belle-mère ne soit pas sous influence. Ça arrive, pas fréquemment, mais ça se voit parfois. Et donc, cette demande, si le patient n'est pas capable d'écrire, il peut la dicter. Il peut la dicter à quelqu'un qui n'a pas intérêt à son décès. Cela dit, ce quelqu'un peut être n'importe qui. Ça peut être à l'hôpital la logopède, une infirmière, la femme de ménage, peu importe. Mais le médecin alors doit attester que le patient n'est pas capable d'écrire lui-même, et donc ça s'est fait en sa présence, etc. Bon, il y a encore évidemment d'autres circonstances plus difficiles où le patient n'est pas capable de dicter non plus. Mais on va déjà assez loin, même chez des patients neurologiques qui ne sont pas comateux, mais incapables de parler et d'écrire, pour obtenir la compréhension de ce qu'ils désirent vraiment. Alors, si le décès n'est pas attendu à brève échéance, il faut, outre, ah oui, je ne vous ai pas dit encore, une fois que la demande a été faite, la procédure veut qu'il y ait l'avis, en tout cas, d'un médecin indépendant de premier, dont le seul rôle est de dire cette personne entre ou non dans les conditions prévues par la loi. Voilà. Si le décès n'est pas attendu à brève échéance, la loi exige un deuxième, c'est le troisième avis. Le premier avis étant celui de la personne qui est d'accord éventuellement de prendre l'euthanasie en charge. Donc, si le décès n'est pas prévu à brève échéance, il faut un avis supplémentaire qui doit être un psychiatre ou un spécialiste de la pathologie concernée. Alors, pour le spécialiste de la pathologie concernée, au fil du temps, on a eu de plus en plus de patients âgés polypathologiques, dont l'ensemble des pathologies aboutissait à une situation médicale sans issue. Des gens qui souvent ne savent plus sortir de chez eux. Et donc, pour cet avis supplémentaire, un généraliste indépendant de leur généraliste, qui est quand même le mieux placé puisqu'il va
beaucoup voir ce genre de patient à domicile, est assimilé à un spécialiste de la pathologie. Et en plus de cet avis, il faut un délai d'1 mois entre la demande de l'euthanasie, la demande écrite, et l'euthanasie à proprement parler. Délai qui n'existe pas quand le décès est prévu à brève échéance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire brève échéance? La pratique veut qu'on considère comme brève échéance une période qui s'exprime en jours, enfin, en heures, en jours, en semaines, en mois. En tout cas, pas en années. Donc, et c'est évalué par le médecin qui est censé faire l'euthanasie. C'est lui qui va voir, éventuellement le médecin qui fait le deuxième avis aussi, ils vont voir, ils vont considérer si le patient est censé mourir à brève échéance ou pas. Il y en a qui disent, au-delà de 6 mois, je demande un avis supplémentaire. Ils peuvent. On peut dire, dans l'année, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'avis supplémentaire si raisonnablement le, le patient est censé mourir dans l'année si on n'intervient pas. Voilà, on peut se tromper aussi, hein. Mais enfin, en général, on ne se trompe pas beaucoup. Alors, une fois que l'euthanasie a été réalisée, le médecin qui a fait l'euthanasie doit obligatoirement faire une déclaration à la Commission fédérale de contrôle de l'euthanasie dans les 4 jours ouvrables qui suivent le décès. Avant, on devait envoyer par recommandé avec accusé de réception. Maintenant, il y a moyen de le faire par Internet. Cette commission fait un rapport d'évaluation de l'euthanasie, de tout ce qui tourne autour, tous les 2 ans. Ce rapport est soumis aux chambres parlementaires. Alors, encore une chose qui est importante, si vous faites une euthanasie, sur le constat de décès, vous devez indiquer mort naturelle. Parce que ce n'est pas une mort suspecte. On sait de quoi les gens sont morts. Donc, ce n'est pas une mort suspecte. Sinon, vous faites débarquer le parquet, etc. Pas d'objet. Et par ailleurs, pour les assurances aussi, euh, ils n'ont pas besoin de savoir comment est mort le patient. Parce qu'évidemment, les assurances, c'est quand même pas des philanthropes. Et donc, ils auraient vite fait de considérer que ben, l'euthanasie, c'est comme un suicide et on ne paye pas. Cela dit, ça vient, hein. On reçoit quand même des formulaires maintenant, on dit, s'agit-il d'un suicide, d'une euthanasie, bon, bref. Alors, ce qui est prévu aussi, c'est la clause de conscience. Évidemment, au terme de la loi, nul n'est tenu de pratiquer une euthanasie ou même d'y participer si ses convictions s'y opposent. Ça me paraît normal. Et on n'a pas à justifier. On se dit non, moi, je ne veux pas participer à ça. Pour lui, peu importe la raison, c'est tout à fait normal. En revanche, cette clause, bon, c'est souvent pour des raisons philosophiques, religieuses, hein. Et donc, en revanche, cette clause de conscience, et ça a été précisé dans un deuxième temps, s'applique aux individus et non aux institutions. Donc, il n'est pas question que l'hôpital Saint-Machin dise ah ben non, chez nous, ça ne se fait pas, hein. Ce qui existe, évidemment, ce qui existe, c'est illégal. Illégal. Dans certaines maisons de repos, même truc. Ah non, chez nous, on ne fait pas ça. Euh, c'est illégal. D'autant que les patients qui vivent dans des maisons de repos, ils sont domiciliés. Donc, leur chambre, c'est leur domicile. Ils sont chez eux. Donc, il y a eu des procès, hein, parce que des maisons de repos avaient refusé l'euthanasie à des résidents qui étaient là depuis des années. Donc, ça veut dire que soit ils doivent aller dans leur famille, soit ils doivent être hospitalisés. Des gens qui sont rarement en pleine forme, qui sont souvent âgés, qui sont là chez eux depuis des années. C'est pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Euh, alors,
Évidemment, maintenant, c'est illégal. Et ça va mieux que dans le temps, ça aide. Néanmoins, il y a toujours moyen d'être dissuasif, de faire traîner les choses, de mettre en place des comités d'éthique euh, que la loi ne prévoit absolument pas. Enfin, un tas de trucs qui fait que ben, les patients doivent quand même aller ailleurs. Mais bon, ça va quand même mieux que dans le temps, pour reconnaître. Alors, il y a eu une extension de la loi aux mineurs en 2014. Il s'agit des mineurs dotés de discernement. Donc, on a choisi. Euh, le, le législateur a choisi de ne pas mettre un âge à partir duquel les enfants pouvaient être euthanasiés, mais de considérer la qualité de leur discernement. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils demandent? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils demandent? Sachant que des enfants très malades acquièrent une maturité que des adultes n'ont parfois pas. Donc, et ce discernement est évalué par des pédiatres, des des pédopsychiatres, des psychologues qui en général connaissent bien l'enfant, ce sont des enfants malades depuis longtemps, et donc qui disent oui ou non, cet enfant a le discernement nécessaire pour prendre ce genre de décision. Et les conditions aussi sont plus strictes. Il faut un décès prévisible à brève échéance et seules les souffrances physiques inapaisables sont prises en compte. Et l'accord des deux parents est requis, ce qui, dans les familles divorcées, recomposées, n'est pas toujours simple à obtenir. Mais c'est la loi. Alors, il y a eu peu de cas, hein. Je pense qu'il y en a eu actuellement 4 en tout depuis 2014. Donc, ça n'est pas, contrairement à ce que les opposants racontent, maintenant, on tue tous les enfants en Belgique. Ah ouais, qu'est-ce qu'il avait dit Béraud, là? Il est pas mal non plus dans le genre. Qu'en Belgique, on euthanasiait les adolescents mal dans leur peau. N'importe quoi. Enfin, non, mais c'est scandaleux de cette désinformation, c'est scandaleux. Enfin, bon, bref. Voilà, ça c'est pour ces pauvres enfants mal dans leur peau qu'on assassine en Belgique. Alors, dans le cadre de cette loi, il y a aussi moyen de faire des déclarations anticipées. Alors, il y a la déclaration anticipée d'euthanasie et j'attire votre attention que cette demande n'est valable que et uniquement en cas d'inconscience irréversible. Donc, pour faire simple, en cas de coma irréversible. Donc, tous ces gens, et on en connaît tous beaucoup, je pense, qui disent, moi, je suis tranquille, j'ai fait mes papiers, si ça tourne mal, je serai euthanasié. C'est faux, c'est faux. Ils seront euthanasiés s'ils sont dans un état de coma irréversible. Sinon, on ne pourra rien faire. Et vous avez régulièrement des gens qui arrivent à l'hôpital qui sont confus, déments, dont la parole ne peut plus être prise en compte, la demande à ce moment-là, et dont la famille dit, ah oui, mais vous savez, il a toujours dit qu'il ne voulait pas ça, et d'ailleurs, il a fait une demande anticipée. Oui, mais la demande anticipée, ça ne va pas quand on est confus, ça ne va pas quand on est dément. Ça va peut-être changer. C'est un des projets du nouveau gouvernement d'élargir la demande anticipée à des situations de démence. Mais c'est loin d'être le cas. Elle se fait à la commune ou on doit écrire ça? Non, non, tu ne dois pas. Il suffit la déclaration anticipée, tu la fais où tu veux. Tu peux la faire à la main, tu peux remplir un formulaire. Mais Par exemple, pratiquement, il vaut mieux en faire une ou Takiba. pratiquement, il vaut mieux en faire une ou pas? Oui. Oui, parce que imagine, tu sors d'ici, tu te fais écraser par l'autobus et tu es comme une plante en pot, Oui. Si on a un sans peau. AVC ou... Oui, il faut le faire. Mais il faut se rendre compte
que ça ne marchera que dans un très petit nombre de cas. Alors évidemment, la personne à qui ça arrive, ben, ça lui évite de traîner des mois, voire des années, comme une plante au fond d'un lit. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'avec ça, on est à l'abri de tout, hein. Pas du tout. Le pourcentage de demandes d'euthanasie sur base d'une demande anticipée, c'est 1,5%, pas plus. Donc, pour compenser en quelque sorte ça, on peut faire aussi une demande anticipée de refus de traitement. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez une euthanasie. Ça veut dire que vous pouvez dire, dans le cas où je serais euh, dans telle situation, plus capable de m'exprimer, mais néanmoins pas dans un état de coma définitif, euh, je refuse. Alors, d'être réanimé, d'être intubé, d'être dialysé, vous pouvez mettre tout ce que vous ne voulez pas, y compris au-delà d'un certain âge, euh, pour une vieille dame qui a fait 10 infections urinaires euh, et 3 septicémies sur l'année, la prochaine fois, et qui a un âge avancé ou d'autres pathologies, la prochaine fois, je ne veux plus recevoir d'antibiotiques. Ça peut aller jusque-là. Évidemment, c'est en fonction de la situation de chacun. Ça peut évoluer dans le temps. Et donc, ça peut compenser un peu le fait que la déclaration anticipée ne s'applique qu'à ces états de coma irréversible. Ce ne sera pas une euthanasie, mais si vous refusez tous les traitements, bah, ça risque quand même à un moment de raccourcir votre vie. Oui, souvent, ce que les gens mettent pour les cas de démence, maladie d'Alzheimer ou autre, ils mettent le jour où je ne reconnaîtrai plus mes proches. Je désire ne plus être traité, du coup, puisque l'euthanasie, vraiment, ça, c'est un. Voilà. Mais donc. Juste, je me demandais si le refus de traitement enfin, peut évoluer dans le temps. À quel moment est-ce que on se dit que le refus de traitement est toujours valable et qu'il peut pas Ah, se ben, réactualiser? il est valable tant qu'il n'est pas modifié ou supprimé, hein. Donc, effectivement, si à une période de sa vie, on n'est vraiment pas bien, qu'on croit que ça a mal tourné et qu'on fait une déclaration de refus de traitement, euh, après, il faut peut-être la supprimer s'il se fait que tout va bien. Mais c'est rarement comme ça que ça se passe, hein. Mais c'est toujours valable. Maintenant, il faut la produire aussi. Alors, qui va produire cette demande de refus de traitement? La demande d'euthanasie, l'euthanasie, ce n'est pas un droit. Euh, on peut obtenir l'euthanasie sous certaines conditions. Par contre, comme je vous montrais dans euh, la loi sur les droits des patients, le refus de traitement, c'est un droit. Et c'est un droit, donc vous pouvez avoir un mandataire légal qui va se charger de faire appliquer euh, vos droits de façon générale et les refus de traitement en particulier. Dans le cas de l'euthanasie, on parle plutôt de personnes de confiance qui vont aller dire il y avait une demande anticipée, mais ce n'est pas un droit. Comme ce n'est pas un droit pour vous, ce n'est pas un droit pour la personne qui vous représente non plus. Mais donc, il faut faire très, 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 très attention à ça parce que la plupart des gens se plantent avec la demande anticipée. Mais donc des patients hospitalisés, on retrouve à un moment donné dans le dossier not to be resuscitated, no treatment, etc. Pas de moyens extraordinaires. Tous ces termes sont valables ou bien on les met peut-être pas dans des conditions juridiques Mais sécuritaires? en fait, il y a la demande du patient. Ne pas réanimer, ça peut être la décision de la personne, ça peut être une décision prise avec la personne. Et d'ailleurs, dans la plupart des maisons de repos, maintenant, ils font une espèce de plan, c'est devenu tout à fait légal, de ce que les gens veulent
ou ne veulent pas. Mais bon, tu peux avoir un patient dont toi, médecin, tu considères qu'il est totalement aberrant de le réanimer, compte tenu de son état, de son pronostic. Bon, ça reste ton droit. De dire, je ne fais pas de la mauvaise médecine, je ne fais pas de l'acharnement inconsidéré. Donc, tu peux mettre ça dans le dossier. Et la famille? Ah, ben, alors là, si la famille ne veut pas, ben, tu discutes, ou bien il y a une demande anticipée de refus de traitement et tu es sur du flou, ou bien il n'y en a pas. Et alors, rien n'a changé. On discute avec les gens et ils ne peuvent pas non plus t'obliger à faire des choses déraisonnables. Il y a un moment où tu peux dire non, ça, ce n'est pas de la bonne médecine, ça, je refuse de faire. Mais bon, et je suis passée. La clause de conscience, on en a parlé. Voilà. Alors, euh, ici, en Belgique, je vous dis, l'un dans l'autre, on n'est plus vraiment à cette lutte soins palliatifs contre euthanasie, et on est plutôt dans le soin palliatif et ou euthanasie. Pas partout, mais enfin, bon. Mais en France, mais on vient de là, hein, on vient de là. Donc, les gens des soins palliatifs qui faisaient des manifs en disant non à l'acharnement thérapeutique, enfin, on est bien d'accord, non à l'euthanasie, ce qu'on peut discuter, oui aux soins palliatifs. Mais les soins palliatifs, c'est magnifique, hein, franchement, mais ça ne résout pas tout. Alors, les arguments contre l'euthanasie, ce sont des interdits moraux et religieux. Ben, chacun a ses opinions, ses principes personnels, ça ne se discute pas. Voilà. Incompatibilité avec le rôle de soignant. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas devenu soignant pour tuer les gens. » Ce qui, personnellement, je ne marche pas là-dedans parce qu'on est devenu soignant pour accompagner les gens jusqu'au bout. Et si le bout, c'est une euthanasie et qu'on n'a pas de problème personnel avec ça, bien, ça fait partie du soin et de l'accompagnement aux patients. Mais bon, ça sort encore de temps en temps. De toute façon, les personnes qui pensent ça ne sont pas obligées de faire de l'euthanasie. Hein. Ce n'est pas un vrai problème. Alors, c'est un truc qui m'énerve. Des soins palliatifs de qualité rentrent le recours à l'euthanasie sans objet. Alors, je vous dis, les soins palliatifs, j'étais responsable d'unité de soins palliatifs, j'étais en cours encore, pendant 5 ans, et c'est juste magnifique. Et les équipes qui vont à domicile, c'est juste magnifique. Mais il y a des situations où les soins palliatifs ne satisfont plus les attentes des patients. Et donc, alors à l'époque, c'est une vieille dia, mais à l'époque où tout ça se discutait beaucoup, donc vous voyez ici un article dans le British Medical Journal de 2008, ce sont nos confrères de la VUB qui ont énormément travaillé, un, en soins palliatifs, deux, concernant l'euthanasie, qui ont beaucoup publié à l'époque. Et donc, ils avaient fait un article se posant la question, est-ce que le développement des soins palliatifs et la législation concernant l'euthanasie sont antagonistes, au contraire synergiques? Et donc, ce qu'ils avaient montré, c'est que la dépénalisation partielle de l'euthanasie n'a pas fait reculer la demande de soins palliatifs. Le développement de soins palliatifs de qualité n'a pas fait reculer les demandes d'euthanasie. Et au contraire, on observe une progression parallèle du recours à ces deux approches. En fait, le législateur, en produisant les 3 lois en même temps, s'est emparé globalement du problème de la fin de vie. Et donc, en fait, ça traduit le fait qu'on s'est intéressé à la fin de vie et qu'on a pris ce problème à bras-le-corps. Et donc déjà, ça, c'est fou. Et quand vous voyez Marie de Henzel avec son air
qui vient vous dire « Ah non, mais quand on fait bien les soins palliatifs, il n'y a plus de demandes. » Évidemment, il y a des gens à qui on ne demande jamais. Hein. Il y a des unités où on ne demande jamais parce qu'on connaît la réponse d'avance. Mais c'est malhonnête, quoi. C'est malhonnête. Et donc, ça me rend mais vraiment folle. Alors ici, bon, vous regarderez ce tableau plus à l'aise si vous voulez, mais ça montre aussi, c'est toujours la VUB, hein, le fait de l'évolution entre 98 et 2013, donc avant et après la loi de dépénalisation, de différents items qui concernent la fin de vie. Et vous voyez qu'en fait, bien entendu, l'euthanasie augmente, puisque avant elle n'était pas déclarée, donc, hein, mais aussi la sédation, mais aussi l'analgésie. Euh, et donc, en fait, encore une fois, c'est le fait que, enfin, on s'occupe de la fin de vie de façon plus active. Oui, ben, le tableau est intéressant parce que quand tu vois en dessous de l'euthanasie qui augmente, Ouais. comme tu dis, de façon normale, le suicide assisté Oui, alors ça c'est très comique parce qu'en Belgique, diminue, je sais pas ce que mais je c'est. vois qu'il y a un P à 0,97, très curieusement, parce qu'on arrive on passe de 0,12 à 0,05. C'est assez étonnant que. Oui, mais en fait, je sais pas, alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils Bizarre, appellent hein. le suicide assisté. Non, c'est parfait, parce qu'on ne déclare pas. C'est pas significatif parce qu'il y a très peu de suicides assistés en Belgique. On n'a pas besoin. C'est ça. Et je ne sais pas ce que c'est, ces suicides assistés, mais c'est tout à fait marginal, donc je ne peux pas répondre à la question. Ah oui, l'explication, c'est ça. Alors, autre argument, les risques de dérapage. Dépression financière, un malade et un vieux, ça coûte cher, à la famille, à l'hôpital, pardon, à la famille, à l'hôpital, donc bon, on va les euthanasier hein, en Belgique, c'est ce qu'on fait, c'est bien connu. Dépression morale, alors là, évidemment, on n'euthanasie pas les gens sous le coup de pression morale, des proches ou de la société. Mais il faut savoir que parfois, on est, comment dire, poussé par la famille qui voudrait bien, mais en toute bienveillance, hein, qui voudrait bien qu'on fasse quelque chose pour le patient, pour le soulager, et parce qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas ça, etc. Mais on n'a pas les papiers qu'il faut. Et donc, parfois, c'est difficile. Et donc, on peut, mais c'est pas, mais des pressions morales malveillantes, franchement, non. Hein. Alors, peut-être que ça arrive, il y a peut-être des cas tout à fait isolés, mais je n'en connais pas. Et donc, interférence entre la souffrance du patient et de la famille, c'est ce que je viens de dire aussi. Les risques de dérive, l'eugénisme, l'élimination des plus vulnérables, la banalisation de l'acte de tuer et le recul des soins palliatifs, on en a parlé, tout ça est juste... enfin, on a un recul suffisant pour voir que tout ça n'est pas arrivé et on n'est pas réellement étonné, malgré toute la désinformation qui court. Alors, juste aussi, très vite, je voulais juste vous montrer un truc pour cette histoire. Ouais, quand hein, l'euthanasie, tout dépend des soins palliatifs, et quand les soins palliatifs sont bien faits, il n'y a pas d'euthanasie. Ici, vous avez la liste des 7 pays européens par ordre de priorité à ceux qui ont le plus développé les soins palliatifs. Et sous toutes sortes de formes, hein, sur lesquelles que je ne vais pas détailler. Mais quand vous voyez, en un, vous avez l'Islande, où l'euthanasie n'était pas dépénalisée, n'est toujours pas d'ailleurs. Mais en deux, vous avez la Belgique, en six, le Luxembourg, et en sept, la Hollande. C'est-à-dire que sur les 7 premiers, il y en a 3 où l'euthanasie a été dépénalisée. Donc, ça encore, c'est faux. Hein. Bon, et là, ouais. Alors, en ce qui nous concerne, c'est la petite Dia Bruckmann, comme petite Madeleine de Proust pour Aurélie et d'autres. Donc, dans cet hôpital, mais donc plus largement dans notre communauté médicale, je pense, de plus en plus large. Donc,
on se trouve dans des hôpitaux multiculturels où les pratiques de fin de vie sont parfois très différentes, pas très bien comprises par les uns par les autres, celles des autres en tout cas. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est clairement les soins palliatifs et l'euthanasie. Dans le respect des conditions de chacun, ça va sans dire, dans le respect de l'autonomie de la volonté du patient, avec une information correcte du patient, qui est évidemment la base de ses choix, avec les soins palliatifs les meilleurs possibles, et on n'a pas à rougir, dans une démarche multidisciplinaire, et une écoute dénuée de jugement de toute demande d'euthanasie et réponse dans les limites prévues par la loi. Quelle opposition, hein, parce que c'était la lutte. Hein. Les soins palliatifs et l'euthanasie sont deux options possibles en fin de vie, pardon pour le micro. Elles ne s'opposent en rien, à mon sens, mais peuvent en revanche être complémentaires. C'est vrai que beaucoup de gens qui se font euthanasier ont eu des soins palliatifs, parfois pendant longtemps, avant, dont ils ont été très contents. Mais à un moment, voilà, ça ne répond plus aux nécessités. La bonne façon de mourir est par définition celle choisie par le patient. Ce choix lui appartient et nul n'a à en juger. Et je vais vous relire là un petit paragraphe de la déclaration commune des autorités académiques de l'ULB et de la VUB au moment où on mettait la loi sur pied. La reconnaissance d'une souveraineté de l'homme sur sa vie est à la base de l'esprit humaniste qui anime nos universités. Elle implique que soit reconnue la possibilité, dans certaines situations de souffrance et de déchéance, d'obtenir du médecin le geste ultime et fraternel qui permet d'anticiper la mort. Nous plaidons fermement pour que la dépénalisation de ce geste lui donne droit de cité et assure, sans rien imposer à personne, le respect du pluralisme éthique qui existe au sein de notre société, en particulier dans les attitudes concernant la vie et la mort. Et donc, ce que j'ai mis en gras, c'est la souveraineté de l'homme sur sa vie, ce qui est évidemment une valeur de l'obédience ULB-VUB, qui n'est pas partagée par tout le monde, mais bon, ça, chacun est libre. J'ai mis aussi fraternel, parce que je pense que c'est vraiment un geste fraternel. À un certain moment, vous faites une euthanasie parce que vous pensez en toute conscience que c'est ce que vous pouvez faire de mieux à ce moment-là pour ce patient ou cette patiente qui vous le demande et qui est toujours infiniment reconnaissant, soit dit en passant. Et donc, personne n'a envie de faire des euthanasies. Ce n'est pas un geste banal, mais je pense que vraiment, c'est un geste fraternel. Alors, sans rien imposer à personne, évidemment, ni dans un sens ni dans l'autre, et respect du pluralisme éthique dans un pays comme chez nous, et bien d'autres d'ailleurs, ça me paraît assez normal. Alors, je vous donne juste encore un petit mot sur la situation en Belgique aujourd'hui. Donc, la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie rédige, comme je vous ai dit, tous les 2 ans un rapport destiné aux chambres législatives. Le dernier rapport, qui va être approuvé maintenant, concerne les documents d'enregistrement introduits auprès de la Commission du 1er janvier 22 au 31 décembre 23. Alors, j'ai les résultats pour 2023, pas encore pour 2024. Oh là là. Donc, en 23, il y a eu 3 423 euthanasies déclarées. Donc, ça ne fait quand même que 3% des décès. Hein. Donc, ce n'est pas la marée d'euthanasie qui était prédite comme une catastrophe oh, oui, vous avez compris, hein, civilisationnelle, je le dirais. Alors, il y a un truc curieux, 70% se font en néerlandais, 30% en français. Il y a un progrès. Avant, c'était 80-20. On n'a pas vraiment d'explication à ça. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui ont été avancées, mais voilà, on ne sait pas vraiment pourquoi. Près de 70% des euthanasies actuellement sont réalisées à domicile ou en MR-MRS. Moins de 1%, et maintenant c'est la dernière, ah non, cette année-là, mais ça a déjà atteint 1,5%, sur base de déclaration anticipée. Donc, attention. Le décès est attendu à brève échéance dans 80% des cas.
il n'y a pas de prédominance de genre. La tranche d'âge la plus représentée est de 60 à 89 ans. En 23, il y a eu un mineur. Les pathologies incriminées sont en un, le cancer, en deux, depuis quelques années, les polypathologies, c'est-à-dire une concomitance de plusieurs pathologies dont aucune à elle seule ne permettrait d'obtenir l'euthanasie, probablement, ou en tout cas régulièrement, mais dont la concomitance, justement, fait que les gens se retrouvent dans un état de dépendance, de souffrance, euh, qui leur est insupportable et qui occasionne des souffrances physiques et ou, la plupart du temps, psychiques. Et donc, ça fait quelques années que la Commission a admis ces situations-là et c'est devenu la deuxième cause d'euthanasie. Ensuite, les maladies neurodégénératives et puis diverses autres. Les affections psychiatriques pour lesquelles on peut obtenir une euthanasie, mais c'est évidemment, l'évaluation est beaucoup plus difficile, mais ça arrive, ça arrive. Euh, les affections psychiatriques, c'est moins de 2%. Et c'est difficile, enfin, c'est encore difficile à faire accepter aux psychiatres. Euh, mais il y a des cas, franchement, voilà. Et donc, alors, on ne voit pas un généraliste et on voit que des psychiatres, plusieurs, en général plus que le nombre euh, requis, sont des décisions difficiles à prendre. Et donc, pour ce qui est du type de souffrance évoqué, ce sont des souffrances physiques et psychiques dans plus de 75% des cas, uniquement psychiques dans 5% des cas. Souffrance psychique ne voulant pas dire maladie psychiatrique. Alors, le nombre de déclarations augmente lentement d'année en année. Les gens sont de plus en plus au courant, le public est de plus en plus au courant et de plus en plus demandeur. Parmi les jeunes médecins, il y en a de plus en plus qui acceptent d'en faire, quelle que soit l'obédience d'où ils viennent. Donc, voilà, ça augmente petit à petit. Les euthanasies ne représentent néanmoins actuellement que plus ou moins 3% des décès, comme je vous le disais. Les dérives anticipées par certains n'ont pas été observées. Un seul cas a été transmis au parquet en 16 ans par la commission pour violation manifeste de la procédure. Donc, quand la commission a un problème avec les déclarations, donc les déclarations sont tous les mois, la commission, qui est composée de médecins, de juristes et de personnes euh, concernées par la fin de vie, de professionnels concernés par la fin de vie, lit toutes les déclarations. 70 à 80% en flamand, c'est lié. Et bon, c'est difficile, mais écrite à la main. Donc, mais quand il y a un problème, il y a parfois on a oublié d'écrire la date de la demande d'euthanasie, ou enfin des bricoles qui doivent être. Mais bon, à ce moment-là, une lettre, un coup de téléphone et le médecin corrige. Quand on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé et qu'on trouve que c'est pas clair, on peut convoquer le médecin qui a fait l'euthanasie. Et la plupart du temps, les choses s'expliquent, se comprennent, etc. Il y a donc, mais si par contre, on a l'impression qu'il y a un vrai problème, que la procédure n'a pas été réussie, n'a pas été suivie, à ce moment-là, on vote. Et si c'est le sens du vote, on transmet le cas au parquet. Et après, on n'est plus tenu au courant de ce qui se passe, hein. Donc voilà. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement dire que le système de contrôle a posteriori, parce qu'évidemment, le contrôle se fait, les gens sont déjà morts. Donc, voilà, basé sur la confiance et les garde-fous prévus par la loi, peuvent être considérés efficaces et que celle-ci ne doit donc pas être modifiée à ce propos. Et donc, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un contrôle a priori? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait passer tous les cas devant une commission avant de faire l'euthanasie? C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Peut-être, oui.
Un commentaire et une petite question. Donc, le commentaire, c'est qu'effectivement, depuis le Covid et le problème aigu qu'il y a eu avec les patients âgés et qui n'avaient pas le temps de dire ce qu'ils voulaient, c'est que maintenant, tous les patients qui entrent en maison de repos, effectivement, signent une Oui, oui. déclaration. Je crois que c'est vraiment bien, anticipée. ça. Donc, ça, c'est vraiment C'est un plus clair, depuis oui. le Covid dans les Ouais. déclarations. Alors, une autre chose auquel j'étais confrontée, est-ce que dans la loi, il est vraiment mis que le médecin a 4 jours pour rentrer le dossier? Parce que Ouais. je viens de vivre une euthanasie où le médecin m'a dit j'ai 2 semaines. Est-ce qu'il n'y a pas eu un allègement avec la Ouais, modification de écoute, 2014? alors là, ça doit être la semaine passée. Je sais pas, Non, mais non, en je suis pas au 2004 courant, là. en 2014, il y a eu Ah, Parce qu'ils ont aussi arrêté cette clause qui disait qu'après 5 ans, on devait renouveler sa ça, c'est déclaration fini. C'est anticipée. fini. Là, Donc ça a là, été, oui, oui, ça a ça, été c'est fini arrêté. depuis longtemps. Et Oui. c'est pas là qu'ils ont dit qu'il y avait plus que 4 Écoute, jours ou pas, parce que c'est pas, très court. pas à Très ma court, 4 jours, non? connaissance. Pas à ma connaissance. Maintenant, si c'est une semaine au lieu Non, de 4 jours, non, la commission va rien dire. Va non, rien dire. voilà. Tout à fait. Mais écoute, je vais me renseigner, mais ça, Et ça franchement. n'a pas changé parce que j'ai cru Non, comprendre alors ce que que je c'était sais, il y moins a des strict que choses 4 jours. de délai qui ont changé aussi. C'est par exemple le fait que le médecin qui refuse de faire l'euthanasie doit fournir le dossier du patient à un médecin, un autre médecin qui serait prêt à faire l'euthanasie, choisi par le patient, et il est obligé de fournir le dossier dans les 7 jours, je pense, parce qu'avant, il y en a qui transmettaient jamais le dossier, hein. Et donc, faisait traîner, enfin, pour mettre des bâtons dans les roues. Ça, euh, il y a eu une modification, une précision à ce moment. Mais Il les n'avait 15 pas jours, il faut que je me prévu, renseigner oui, il parce que n'avait pas ça, prévu de ça sanction. m'arrangerait bien parce que moi, Un je médecin suis qui tout rapport, ça, refusait, dans qui les ne passait pastilles. pas la main à un collègue, il n'avait pas prévu de Ah, ouais, sanction. ouais. Donc, effectivement, les médecins faisaient que Franchement, refuser à l'époque. Maintenant, ils sont obligés de passer la main. c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Mais bon, évidemment, si c'est 6 mois, ça devient gênant. Et alors, Mais pour le papier signé par le patient, ils doivent toujours écrire qu'ils refusent les soins palliatifs. En tout cas, avant, ils devaient écrire qu'ils refusent les soins palliatifs dans leur ils doivent pas déclaration. écrire. Non, 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 non. Mais il suffit qu'ils le disent, quoi. Mais dans la déclaration, je ne sais pas si tu te souviens, il y a, avez-vous dit au patient qu'il y avait une possibilité de soins palliatifs et tu dois en principe l'avoir fait. Mais c'est toi qui réponds, oui, je l'ai fait. Le patient ne doit pas écrire. Non, non, pas du tout. Non. Alors, Euh, Sauf erreur, donc les cas de maladies psychiatriques pour le moment ne sont pas repris dans la loi, ou le sont-elles? Si. Et elles le sont. Parce que je te frappais alors pour les 2% d'euthanasie pour des cas psychiatriques, contrôle a posteriori, mais qui aurait pu être considéré comme illégal. On sait qu'à l'époque, il y a eu Hugo Claus, professeur de Due, qui ont obtenu Ça, c'est pas une l'euthanasie. maladie psychiatrique, hein. Alors, Non, maladie neurodégénérative. avait Alzheimer et il était encore tout à fait conscient. Mhm. Et donc, il a fait, entre guillemets, ce qu'il faut faire quand on a un Alzheimer ou une maladie assimilable, et qu'on veut être sûr d'être euthanasié, il faut demander à être euthanasié quand on est encore tout à fait conscient. Et ça Évidemment. ne peut pas être une demande anticipée. C'est ça qui va peut-être changer. Ça pourra peut-être être une demande anticipée. Mais donc, Hugo Claus, en fait, l'histoire, c'est que il a appris qu'il avait un Alzheimer. Dans sa famille, il y en avait eu, enfin, il savait bien où il allait. Il s'est dit qu'il ne voulait pas ça. Et alors, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais à un certain moment, il était chez lui, il s'est trouvé face à l'interrupteur et il s'est dit comment ça marche, c'est quoi? Bon, et il s'est dit oh là 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 là, c'est le moment. Et il s'est fait euthanasier à un moment où il pouvait encore clairement le demander. Évidemment, ça, c'est une grosse difficulté parce que les gens se disent bon, ça va encore, hein, je n'ai pas envie de mourir. Mais les gens qui se font euthanasier, ils n'ont pas forcément envie de mourir. A priori, ils aimeraient vivre, mais dans de bonnes conditions. Mais donc, quand vous avez un Alzheimer, tant que ça va encore, vous vous dites bah, j'ai encore un peu le temps. Et puis à un moment, ça peut basculer et c'est foutu à ce moment-là, dans l'état actuel de la loi. Alors c'est foutu. Et donc, ce qu'il faut faire, pour ceux qui le désirent, c'est dire, OK, je le fais maintenant, avant de passer de l'autre côté du miroir, quand je suis encore certain de pouvoir obtenir l'euthanasie. C'est ce que Hugo Claus a fait, et d'autres. Et alors, de Duve, il avait un cancer quand même, hein, cet homme. Donc, voilà. Oui, oui. Ben, je pense que ça reste quand même une procédure médicale extrêmement
délicate. Et quand on voit, je dirais, l'émotion du corps médical français parlementaire, les difficultés qu'ils ont par rapport à ces procédures, ça montre bien que je pense, effectivement, il ne faut pas banaliser l'acte. Ça reste un acte qui intéresse, enfin, qui interpelle le médecin dans son soin. Et je suis d'accord avec vous pour dire que le soin ne s'arrête pas. Enfin, le malade, le patient est accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que notre ordre médical est bien celui-là. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé en gériatrie aussi, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais j'aurais quand même des difficultés à euthanasier un malade dément qui n'a plus la possibilité, au moment où on procède à l'acte, de faire rétraction Mais vous ne et pouvez de pas le faire. s'interpeller. Vous ne pouvez pas le faire. Hein? Non, mais procédure anticipée, go close, il dit avant que ce soit trop tard. Mais, non, Ok, mais il mais- n'était pas dément, hein? Il était Non, mais il parfaitement... avait des signes Ben, il précurseurs avait des probablement signes d'une idée qui générative. faisaient penser qu'un de ces quatre, il Voilà. allait basculer. Ok. Mais là, il n'était pas dément du tout. Mais quand vous avez... Justement, c'est ça le problème. C'est Oui. que si vous ne voulez pas finir dément, vraiment, quand vous êtes encore en Mhm. pleine possession de vous, si vous ne voulez pas ça, c'est compliqué. Il faut presque vous faire euthanasier, enfin, il faut vous faire euthanasier préventivement. Hein? Ouais, alors là, Mais vraiment, c'est la dérive, ça. non, pourquoi? Si Si. vous avez un... Non, mais attendez, il ne faut pas dire j'ai peur de devenir vieux et dément, donc je ne vais pas dire moi, je vais me faire euthanasier demain parce que, oh là là, à l'âge que j'ai, ça peut basculer. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir une pathologie, un diagnostic, une pathologie, ça doit être confirmé, il faut un dossier médical, ça ne se fait pas comme ça. Mais donc, c'est valable pour des gens qui ont une pathologie, dont ils savent que ça va tourner mal. Mais ce n'est pas préventivement comme ça pour tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il n'est pas plus facile d'avoir une déclaration avec une personne de confiance qui prend sur soi la La décision? personne de confiance ne peut pas prendre la décision sur elle. Et justement, l'euthanasie ne peut être demandée que par le patient lui-même. Donc, la famille tout à fait bienveillante, qui a dit, mon père a toujours dit que si jamais il devenait dément, il ne voulait pas vivre comme ça, il ne voulait pas qu'on le voie comme ça, il ne voulait pas cette déchéance, il voulait être euthanasié. Ben oui, il ne l'a pas écrit. Eh ben, s'il ne l'a pas écrit, on ne peut rien faire. Tu vois? Et il ne faut pas qu'il l'ait écrit non plus 10 ans avant, hein, ça doit être Tu as actualisé. prévu une série de formulaires à la Ouais, sortie? j'en ai fait un avec une décoration pour toi en particulier. Bonjour, j'avais une Bonjour. petite question parce que vous présentez l'euthanasie et les soins palliatifs comme deux options qui sont complémentaires ou différentes aussi. Mais du coup, dans les situations, par exemple, oncologiques, où on sait que l'espérance de vie, c'est de moins d'un an et que là, spontanément, en consultation, les oncologues proposent soit une sorte d'acharnement avec tenter de la chimio, etc., ou des soins palliatifs. Mais est-ce que du coup, c'est légitime et démocratisé aussi d'aussi proposer l'option de l'euthanasie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un tabou là-dedans. Est-ce qu'on peut, ou on doit attendre que le patient nous demande, parce qu'il y a un tabou Ouais, des c'est deux quand même un côtés. peu hard. J'ai vu ça une fois d'ailleurs par un de nos collègues qui a dit à son patient, bon voilà monsieur machin, votre PET scan n'est pas bon du tout, votre maladie évolue, tu vois qui je veux dire, votre maladie évolue, alors il y a trois solutions. Ou bien on fait encore un traitement, mais ça ne va pas être terrible, ou bien il y a les soins palliatifs, ou bien il y a l'euthanasie. C'est un peu dur. Hein. Donc, je pense, parce que moi, je suis oncologue aussi, donc voilà, je sais de quoi tu parles, mais je pense qu'il y a moyen quand même d'amener les choses avec une certaine délicatesse. Et à un certain moment, ce sont les patients généralement qui viennent avec cette demande. Et les gens savent de plus en plus maintenant hein, que c'est possible en Belgique. Et donc, ils en parlent. Ouais, on n'arrive pas en disant ah ouais, j'ai des formulaires de la DMD, si vous voulez, c'est bien. Non, mais ça vient hein, à un certain moment. Sauf ceux que ça n'intéresse pas. Hein. Et puis, il y en a qui posent des questions. Parce qu'il y a des gens qui croient que ce n'est pas possible, qu'ils n'entrent pas dans les critères. Mais bon. Pardon. Mais du coup, vous présentez aussi la manière dont donc je l'aborderai. Ce n'est pas, bon, voilà, on peut aussi vous euthanasier. C'est, par exemple, dire, voilà, on sait que vous avez une espérance de vie de moins de 1 an. Ce qu'on peut aussi faire, c'est que vous profitiez de votre vie et on prévoit une date de fin à votre convenance.
Oui, mais il y a des moyens, comme tu dis, hein, et chaque patient est différent, chaque situation est différente. Donc, avec un peu de feeling, puis tu connais ton patient en général, et avec un peu de, de finesse, ça se passe bien en général. Christian, tu as une question, une Oui. remarque? Une Ah, remarque, salut. je suis moi-même oncologue et souvent je parle d'euthanasie avec mes patients bien avant que ce soit d'actualité. C'est-à-dire qu'au moment d'une première rechute, je dis aux gens, écoutez, il y a toutes ces possibilités, on va faire les traitements, etc. Et vous savez, en Belgique, on peut être euthanasié. Et donc les gens sont d'office informés. Ça, c'est un aspect du Oui, mais problème. Et une autre remarque que je voudrais faire, enfin, c'est un commentaire, je peux très bien comprendre qu'on vive mal l'euthanasie, comme les Français font pour l'instant, etc., et qu'on veut d'autres choix. Mais en quoi est-ce que ça, pourquoi est-ce que les gens qui ont ces choix veulent absolument imposer leur choix ah oui, à d'autres? exactement, exactement. Ça m'énerve. Moi, je suis. C'est très français. Ouais. C'est très français. Oh, ben, il n'y a pas que les Bon, Français, c'est hein, très dis. belge aussi. Attends, en Belgique, on sait quand même, il y a eu beaucoup d'opposition, hein, mais oui, chacun fait ce qu'il veut. On n'oblige pas les gens qui ne veulent pas être euthanasiés à être euthanasiés. On Mais n'oblige pas les médecins qui ne veulent pas par euthanasier rapport à à la euthanasier. remarque, en France, c'est quand même assez étonnant Affolant. qu'un pays où la laïcité, le principe de Ouais. laïcité est dans la loi, on se retrouve dans Ah ouais, non, cette mais c'est affolant. situation, alors que chez nous, on a Mais un concept de laïcité quand même nettement moins avancé qu'en France, et pour ces sujets-là extrêmement pratiques, on est beaucoup plus ouais, avancé. ouais. Mais pour toutes les questions de société, finalement, hein, Oui. quand tu vois le mariage pour tous, là, le cinéma que ça a fait, ici, un beau jour, on a décidé que le mariage entre personnes du même sexe était autorisé. Le premier mariage s'est fait, je ne sais plus dans quelle commune, il y avait la télé, c'est passé aux infos le soir, et les gens ont dit, ah bon, et c'était fini, quoi. Mhm. Quand tu vois ce que ça a fait en France, il y a tout un courant réactionnaire effrayant. Et alors, il faut savoir qu'en fait, en France, la Société française de soins palliatifs est en fait, qu'on croit être une société pluraliste, comme ça, comme on dirait, ce serait chez nous la Société belge de soins palliatifs. Ben là, pas du tout. C'est une émanation d'un organisme religieux au départ. Et donc, ils sont dans la ligne catho, hein. Et ils ont une force de frappe en plus énorme. Ils ont du pognon, comme toujours, hein. Et non, mais c'est vrai. Les gens qui défendent cette ligne de façon terriblement acharnée, comme les soins palliatifs français, euh, ils sont subventionnés, il y a ils reçoivent plein de pognon, hein. Et donc en France, la situation est différente. Ici, c'est beaucoup plus, et je ne sais pas, on est peut-être plus habitué en Belgique à faire des compromis vu notre population bigarrée de Flamands et de Wallons, j'en sais rien, on vit dans le compromis. Mais eux, c'est pas comme ça, hein. Et ils sont Non, mais ils ont du mal d'ailleurs pour le moment. mais depuis Simone Veil, ça c'est bien, hein, c'est affolant, quoi. Et ce qu'on entend, moi, ce qui me rend malade, que les gens soient contre l'euthanasie, c'est tout à fait leur droit. Et moi, ça ne pose aucun problème. Mais la désinformation organisée, le mensonge, ça me rend dingue, quoi. Ça me rend dingue. Guy, j'étais un peu interpellé là avec tous le nombre important de rapports à lire, à déchiffrer, etc. On n'a pas pensé à informatiser ça? Je veux dire, Eh plutôt bien, que de eh remplir les documents bien, à la main, ce serait quand même. mais si, on a fait qu'y penser, mais on n'a pas de fric. Il y a, la commission a 2 secrétaires qui reçoit quand même environ 300 déclarations par mois maintenant, qui gère tout ça, et on n'a pas de fric. Alors maintenant, c'est nouveau, on peut faire la déclaration par mail, par Internet, online. Mais c'est récent, hein. Avant, on grattait, et donc effectivement, moi j'ai fait ça pendant quelques années, et donc tu reçois des déclarations avec des écritures, comme disent les gens, de docteur, mais en plus en flamand. Alors quand c'est une écriture de docteur dans ta langue, tu devines encore. Moi, quand c'est en flamand, je ne devine pas grand-chose. Donc c'est un boulot de titan. Comment tu peux prendre
uniquement des francophones, alors j'imagine qu'il y a Oui, des... c'est ça, 20% des autres. Non, mais donc, c'est énormément de travail. C'est vrai qu'on voudrait être informatisé. Oui, maintenant, il y a Deep Translator hein, pour... Oui, oui. Mais enfin, les traductions sont parfois... Enfin, oui, non, mais Ok, finalement, je me suis toujours débrouillée. Mais je veux dire, c'est beaucoup de travail. Et pour ces deux secrétaires, elles sont noyées, mais il n'y a pas de pognon. Rien. bon, Voilà. bien, mais Donc, et pour répondre oui, à, à Michel Van Allen, Christian, à Christian Van en Allen. fait, évidemment, de le dire au départ ou à la première rechute quand l'avenir est encore pas trop sombre, c'est une bonne idée parce que les gens ne se sentent pas encore tout à fait concernés et c'est plus facile d'en parler à ce moment-là. Mais quand ça va plus, quand on est loin dans la maladie, dire bon, il y a trois solutions, c'est un peu hard, quoi. Mais ça, je te dis, moi, je trouve que ça vient facilement, finalement. Tu écoutes un peu les patients, enfin, tu écoutes beaucoup les patients, tu les sens, tu fais ça avec un peu de doigté, ça va tout seul. Ok, merci beaucoup Michel, merci aux intervenants Merci à vous. et à la semaine prochaine.